Et nous voici module 4, rédiger la partie pratique de votre mémoire, et c'est quelque chose qui est optionnel. Je vous ai déjà expliqué plus tôt dans cette formation que tout dépendait de la finalité de votre mémoire. Vous pouvez avoir un mémoire purement bibliographique ou bien un mix avec de la bibliographie et une partie pratique. Donc si vous avez une partie pratique, le module 4 est fait pour vous. Dans ce module, je vais vous expliquer comment rédiger spécifiquement la partie pratique de votre mémoire. J'entends par là donc la partie qui correspond à un travail personnel que vous avez fait ou que vous allez faire. Et ça peut être une enquête pour compléter votre thèse d'exercice ou bien une mission spécifique qui vous a été confiée pendant votre stage en milieu professionnel ou bien encore une expérimentation ou une recherche en laboratoire de recherche. Alors cette partie pratique est très importante et vous allez être évalué essentiellement sur cette partie-là. Donc il faut bien la présenter. Elle va magnifier votre mémoire. Tout le travail bibliographique que vous avez fait avant va être valorisé par cette partie pratique. Et surtout, vous allez donc mettre en valeur votre contribution. Donc c'est très important. La plupart du temps, j'ai remarqué que les étudiants ne pensaient pas à se mettre en valeur. Et pourtant, ils ont travaillé dur. Donc cette partie pratique est là justement pour valoriser votre contribution. Donc ne la négligez pas. Alors, je vais aborder successivement dans ce module un premier épisode qui consiste à savoir comment dégager une problématique à partir d'un sujet ou d'une situation donnée. Puis nous verrons ensemble comment structurer cette partie pratique et ensuite comment bien décrire vos résultats et les discuter avant de terminer par une perspective. Et nous commençons par l'épisode 4.1, dégager une problématique et des hypothèses de travail. Alors, pourquoi une vidéo sur la problématique? En fait, vous avez normalement un sujet de mémoire, il va vous falloir mettre en évidence une problématique dans votre introduction. Parfois, c'est déjà plus ou moins fait lorsque vous découvrez votre sujet, et parfois, c'est à vous de dégager cette problématique. Quoi qu'il en soit, elle va justifier à elle seule l'intérêt de votre travail et conditionner la structure de votre mémoire. Quelle que soit la finalité de votre mémoire, que ce soit à des fins de recherche ou à des fins professionnelles, vous aurez besoin de dégager une bonne problématique et la méthode pour le faire est la même. Alors cette problématique, normalement, elle doit apparaître dès l'introduction et elle permet donc de justifier votre sujet et aussi d'intéresser votre lecteur. Donc attention à bien la formuler. Mais avant cela, prenons quelques instants pour définir le mot problématique. Quel est le sens donné par ce mot dans le Larousse? Eh bien, c'est l'ensemble des questions, des problèmes concernant un domaine de connaissance ou qui sont posés par une situation. Donc ça, c'est la problématique. Et la problématique diffère du mot problème, qui se définit comme une question à résoudre dans un domaine quelconque qui se présente avec un certain nombre de difficultés, d'obstacles. Alors, sachez que les termes problème et problématique prêtent souvent à confusion. Si on regarde de plus près, un problème, c'est une difficulté, un ennui, une question à résoudre, alors qu'une problématique, c'est un ensemble complexe de problèmes interreliés et dont les éléments sont intimement liés. Donc sachez que le terme problématique est peu employé dans la langue courante, mais que ça devient central dans le domaine scientifique et dans la santé. Avant de vous dévoiler la méthode pour dégager une problématique, voyons quelles sont les caractéristiques d'une bonne problématique. Tout d'abord, son originalité. Est-ce une problématique qui a déjà été abordée maintes et maintes fois ou bien au contraire tout à fait novatrice dans votre thématique? Sachez que l'originalité est importante lorsque l'on fait un travail scientifique et donc faites attention à ça. Alors, pour savoir si c'est original, vous pouvez déjà regarder un petit peu dans la littérature. Est-ce qu'il y a des équipes qui ont déjà travaillé sur ce problème? Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà abordé dans d'autres mémoires ou dans des thèses? Donc tout ça, c'est quand même à vérifier. Alors, en principe, non, si on vous a donné un thème, c'est que vraisemblablement, il y a quelque chose à explorer. Donc, vous pouvez quand même être relativement tranquille, mais je vous conseille quand même de vérifier si c'est original. Ensuite, la problématique doit renvoyer à une question scientifique sous-jacente qui peut être formulée très clairement sous forme de question ou pas. Ça peut être noyé dans le texte de la problématique. Et justement, cette question
elle est importante puisqu'elle va vous permettre d'introduire votre travail, votre mission, votre expérimentation, votre recherche que vous vous apprêtez à faire. Elle doit ensuite être claire, pas de problématiques alambiquées. Elle doit être compréhensible par des scientifiques, même s'ils ne sont pas des experts dans ce domaine. Donc pas trop de phrases complexes, alambiquées, un langage trop jargonnant est à ce stade rédhibitoire. Enfin, elle doit nécessiter la mise en œuvre d'un travail, d'une enquête, d'une expérimentation, d'une recherche pour y répondre. On ne va pas enfoncer des portes ouvertes et refaire quelque chose qui est déjà connu ou admis de façon universelle. Alors, comment dégager une bonne problématique, une problématique qui soit satisfaisante à partir d'un thème de départ? Alors, je vous montre ici le cheminement pour une problématique à visée professionnelle. Sachez que c'est quelque chose qui est transposable à une problématique de recherche. Alors ici, donc, je vais vous donner un exemple de problématique professionnelle. Il s'agit d'un sujet de M2 et l'étudiante que j'ai accompagnée faisait son stage professionnel dans un collège pour obtenir son diplôme de MEEF, c'est-à-dire les métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, afin de pouvoir enseigner les maths, et elle devait mettre en place une expérimentation en classe pendant son stage. Alors le thème qu'on lui a donné était très classique, c'était de travailler sur l'amélioration des performances des collégiens en maths. Alors, comment dégager une problématique de ce thème finalement très vaste? Nous avons donc brainstormé sur ce thème, elle a fait une carte mentale qui lui a permis de mettre en évidence des questions, des problèmes concernant ce domaine de la performance en maths. Donc, voici la carte mentale initiale qu'elle a préparée, c'est-à-dire à partir de ici l'idée centrale, donc la performance en maths, les performances en maths, eh bien elle a jeté toute une série d'idées sans chercher à les classer, et on est parti d'une question évidente: pourquoi un tel sujet? Donc posez-vous cette question vous aussi par rapport à votre thématique: pourquoi est-ce qu'on vous a donné ce sujet? Et déjà rien que en vous posant cette question, vous allez avoir des idées. Et donc couchez-les comme elle l'a fait ici. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? Je vous décortique un peu l'affaire. Alors on est parti d'une question évidente: pourquoi un tel sujet? Pourquoi amélioration des performances en maths? Pourquoi est-ce que cette étudiante a eu ce thème? Et pourquoi son directeur de stage lui a donné ce sujet? C'est que vraisemblablement il y a des besoins d'approfondissement de ce problème de performance en maths. Alors la première finalement question qu'on s'est posée, c'est finalement si on a un tel sujet qui est mis sur la table, c'est qu'il y a derrière des enjeux importants. Alors quels sont les enjeux d'une bonne performance en maths? Eh bien, les enjeux sont élevés parce que c'est une matière qui est principale. Elle est élevée, donc les enjeux sont élevés aussi bien pour les élèves que pour leurs parents, mais également pour les établissements scolaires qui ont aussi des contraintes et des objectifs de réussite. Donc le premier enjeu, c'est ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est une mauvaise orientation de l'élève qui, du fait de ses mauvais résultats en maths, ne pourra plus aller dans certaines filières exigeantes par rapport aux maths. Et donc, que va-t-il se passer pour cet élève qui va avoir de mauvais résultats, une mauvaise orientation? Eh bien, c'est des conséquences en termes de démotivation, de perte de confiance en soi, de souffrance des élèves. Il y a notamment une forte pression psychologique des parents, et si on va plus loin et que rien ne change, il y a perte de confiance dans l'enseignement, dans l'enseignant. Il y a un ennui dans la classe, il y a des risques de défiance, de décrochage scolaire même, aboutissant donc à des choses quand même extrêmes. Donc il ne faut pas oublier non plus les conséquences pour les profs de ce genre de situation. Ça aboutit à aussi une démotivation des profs, voire parfois une souffrance qui peut amener à des arrêts maladie par exemple ou un burn-out. Alors à ce stade, on peut se dire qu'il y a urgence à agir, en tout cas à proposer une réponse à cette situation que risquent de vivre certains élèves. Alors ça sous-entend donc de
finalement se remettre en question ses pratiques pédagogiques et déjà donc accepter cela, revisiter sa pédagogie en recherchant de nouvelles méthodes pédagogiques basées sur des connaissances nouvelles comme les sciences cognitives, comme les sciences de l'éducation, les neurosciences, les sciences de la motivation, et puis aussi peut-être de nouvelles approches. Alors voilà, on est au début de la carte mentale, et à partir de ce travail, on va essayer de structurer un peu la carte en regroupant les idées par catégories. On peut regrouper ces différentes idées autour de grandes catégories. Les enjeux élevés pour cette matière dite principale, que sont les maths, et les conséquences en termes d'avenir professionnel et d'orientation plus ou moins satisfaisante. Ensuite, les conséquences élevées d'une faible performance en maths pour les élèves, avec des conséquences variables, d'une part un risque de mauvaise orientation, d'ennui en classe, de démotivation des élèves, de perte de confiance et d'estime de soi, un échec scolaire et, à l'extrême, un décrochage scolaire. Ensuite, la deuxième catégorie d'idées concerne les conséquences élevées de faibles performances en maths pour les profs, avec une démotivation des profs, un désintérêt pour les élèves qui suivent pas, et à une souffrance des profs qui peut aboutir globalement à une dépression, voire un burn-out et à des arrêts maladie. Et puis enfin, la quatrième catégorie d'idées tourne autour des solutions. Les solutions actuelles sont inefficaces pour les nouvelles générations d'élèves. Il s'agit donc de se remettre en question par rapport à ces pratiques pédagogiques en ayant recours à de nouvelles approches autour des sciences de la motivation, les neurosciences, les nouvelles méthodes pédagogiques et enfin des solutions disponibles, connues ou moins connues, par exemple l'approche de la méditation. Et on en arrive à la formulation de la problématique. À partir donc du thème initial qui a été donné et qui était la performance des collégiens en maths, on part d'un constat, c'est qu'il existe un enjeu élevé ou des enjeux élevés par rapport aux performances en maths au collège. Les conséquences de cet enjeu, de ces enjeux, c'est que des difficultés en maths vont provoquer le problème numéro 1, des conséquences pour l'élève en cas de difficulté en maths, risquant à aboutir à l'échec scolaire, voire au décrochage. Un deuxième problème, c'est des conséquences négatives sur les profs de maths pouvant aboutir à du burn-out, à des arrêts maladie. Un problème numéro 3 qui est que les pratiques pédagogiques actuelles ne sont plus efficaces avec les nouvelles générations d'élèves et qu'il y a un besoin urgent de revisiter les méthodes d'apprentissage, par exemple avec la méditation de pleine conscience. On arrive au problème numéro 4 qui est cette méthode est peu connue dans les pratiques pédagogiques et donc il va falloir la tester. D'où la question centrale qui pourra donc être au cœur du mémoire, c'est quelle est l'efficacité de la méditation de pleine conscience au collège pour redonner goût aux maths. Donc voilà de façon schématique votre problématique. Après bien sûr vous pouvez faire des phrases, donner quelques éléments bibliographiques pour étayer un petit peu ça. Donc une problématique ça peut faire une demi-page, une page, ça dépend un peu de la complexité. Alors passons maintenant au crible de notre problématique. Est-elle originale? Oui, la question de la méditation est très peu explorée. Bien sûr, il faut avoir fait de la biblio un petit peu avant pour le vérifier, mais c'est le cas. Ensuite, est-ce qu'on a une question scientifique sous-jacente? Oui, elle est claire. Quelle est l'efficacité de la méditation au collège pour améliorer les performances en maths? La clarté, la problématique est claire. Il n'y a pas de vocabulaire compliqué, ni de phrases complexes. Est-ce qu'un travail découle de cette problématique? Oui. Cette étudiante a fait une expérimentation de la méditation en pleine conscience au cours de son stage avec ses 2 classes de collégiens et elle a montré que cette pratique améliorait le relationnel avec les élèves et le sentiment de complicité prof-élève. Et ce sentiment de complicité a pu donc améliorer finalement les interactions et redonner goût aux élèves pour venir en maths. Malheureusement, donc, son stage ne durait que 6 mois et donc on n'a pas pu regarder est-ce qu'il y avait un effet à moyen long terme sur la performance en maths, mais en tout cas, déjà, le relationnel était grandement amélioré.
Alors cette étudiante, elle a eu 20 sur 20 à son mémoire et a même été invitée à présenter les résultats de son expérimentation devant le conseil pédagogique du collège où elle avait fait son stage. Et le principal de ce collège avait l'intention de développer cette pratique avec les professeurs qui seraient volontaires. Donc vous voyez quand même un peu l'impact que ça peut avoir, mine de rien, un stage de Master 2. Donc je vous mets en dessous de cette vidéo un autre exemple de problématique, plutôt pour un mémoire de recherche, mais quel que soit le type de mémoire que vous faites, finalement, la problématique, elle va toujours se construire de la même façon, comme je viens de vous dévoiler la méthodologie. Allez, maintenant c'est à vous, action. Téléchargez votre appel à l'action sous cette vidéo, commencez votre carte mentale, votre brainstorming et écrivez votre problématique en la décortiquant comme je vous l'ai montré. Puis bien sûr, n'oubliez pas de la montrer à votre directeur de mémoire qui doit absolument la valider. Allez, je vous dis à très vite pour la suite de ce module.